Lutte contre la désinformation, les risques d'ingérence, TikTok, Twitter pourrait-il être banni en Europe? On en parle avec Julien Pillot, docteur en économie, enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Saclay, chercheur associé au CNRS. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Smartech. Avec vous sur ce débat, Winston Maxwell. Bonjour Winston, vous êtes à distance, vous êtes le directeur d'études droit et numérique à Télécom Paris, grande école d'ingénieurs de l'Institut Mines Télécom, spécialiste de la régulation des données et de l'IA, précédemment avocat au barreau de New York et de Paris. Et restez avec nous en plateau, Sébastien Soriano, directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, autrement dit l'IGN. Alors, je pose la question, l'UE pourrait-elle bannir Twitter ou Facebook, TikTok, on n'en est pas à Facebook. Quand je dis pouvoir, il y a à la fois la notion de capacité, mais aussi de probabilité. Peut-être qu'on va commencer sur l'éventualité. Est-ce que, Julien, ça vous semble une éventualité probable, sérieuse? Est-ce qu'on pourrait en arriver là? On peut dire qu'on a tout intérêt, vu le moment que l'on est en train de vivre, de laisser placer une menace qui soit perçue comme crédible. Donc effectivement, si vous me posez la question en termes de probabilité... Donc, c'est-à-dire la Commission européenne et les États membres. Qui sont en train d'imposer de nouvelles régulations, c'est pour ça? Absolument. Ouais. Absolument. Donc on est sur un jeu très géostratégique avec nos partenaires, mais néanmoins parfois concurrents aussi, transatlantiques, mais également asiatiques. Et aujourd'hui, effectivement, on a peut-être besoin de montrer que la norme qui est en train d'être écrite en Union européenne a vocation à s'exporter de façon à ce qu'on puisse tout simplement travailler sur un level playing field, sur un pied d'égalité, en respectant certaines règles, notamment en matière d'information ou de lutte contre la désinformation. Et Twitter, aujourd'hui, effectivement, est dans l'œil du cyclone, dans la mesure où, depuis son changement de gouvernance et le rachat de Twitter par Elon Musk, eh bien, très peu est fait en matière de lutte contre certains contenus qui sont à très forte teneur de désinformation. Et la récente politique qui a été mise en place autour de Twitter, qui est une politique à vocation économique, qui vise finalement à rendre les certifications payantes à qui pourrait éventuellement se les acheter, ne plaide pas en faveur finalement de Twitter, dans la mesure où aujourd'hui n'importe quel organe de désinformation, et croyez-moi, dans les organes de désinformation, il y a des moyens techniques et financiers, n'importe quel organe de désinformation qui voudrait s'acheter des armées de robots pour pouvoir pousser du contenu qui a vocation à servir certains intérêts diplomatiques ou certains intérêts économiques, eh bien, peut s'offrir ces badges. En s'affichant derrière un compte validé, certifié. Absolument. Ouais. Et l'ironie de l'histoire, c'est que certains véritables médias qui, eux, sont dans l'information, refusent ces nouvelles politiques générales qui sont imposées par la gouvernance de Twitter, alors que de faux comptes qui usurpent l'identité de ces médias, eux, s'engouffrent dans la brèche pour pouvoir finalement en bénéficier. Aujourd'hui, New York Times, par exemple, ne veut pas afficher le badge de certification, ne veut pas avoir à payer pour pouvoir avoir ce badge-là. On a eu tout un tas de faux comptes qui tournent autour du New York Times, qui se sont fait passer pour le New York Times et qui sont des organes un petit peu de propagande. Disons que ce n'était pas une garantie avant, mais c'était un repère qui nous permettait quand même de faire le tri entre les institutions officielles et puis les comptes plus anecdotiques. Absolument, c'est une question finalement de confiance qui est en train de se poser. Et de manière plus problématique, c'est quand même la sortie de Twitter du code de bonne conduite contre la désinformation. Un code de bonne conduite pour lequel Twitter avait été partie prenante. On se souvient en fait de la genèse de ce code de bonne conduite, ça remonte à 2018. On est un petit peu traumatisé par certains scandales qui ont commencé à éclater, notamment Cambridge Analytica qui a permis finalement à des organes d'influence de pouvoir quelque part influer sur le vote de la présidentielle américaine et participer finalement à l'élection de Donald Trump. On a vu aussi... Via la plateforme Facebook, là. Via Facebook. Toujours via Facebook, on a vu que d'autres organes ont pu utiliser les algorithmes de Facebook pour pouvoir faire campagne en faveur du Brexit, par exemple. Et puis pendant la crise pandémique, on a vu aussi beaucoup finalement de désinformation et aussi de propos complotistes qui ont été poussés sur ces plateformes. Donc le code de bonne conduite voulait que les grands acteurs du numérique s'engagent à faire la lutte contre finalement les contenus à forte teneur de désinformation. Twitter était partie prenante, mais ça c'était le Twitter d'avant Elon Musk.
Donc, Winston Maxwell, cette sortie de Twitter du code de bonne conduite de l'Union européenne, c'est ça qui a déclenché cette fameuse petite musique d'un possible bannissement. Quel crédit accordez-vous à cette option ? L'Europe s'est dotée d'un outil maintenant qui le permet en théorie, c'est le Digital Services Act, le DSA. Donc, comme le RGPD, le DSA va imposer aux grands acteurs des obligations de faire le ménage chez eux, notamment en matière de désinformation. Et théoriquement, au bout d'un certain temps, la Commission européenne, qui elle est compétente pour superviser les grands acteurs comme Twitter, pourrait imposer des sanctions qui iraient jusqu'à le bannissement. Donc c'est tout à fait possible maintenant, même s'il serait sans doute long à mettre en œuvre, parce qu'il faut une procédure de sanction, il faut des preuves, et ce que je pense surtout, c'est que Twitter, malgré les grandes déclarations qui sont peut-être une forme de communication pour eux, pour attirer l'attention, il me semble qu'un grand acteur comme Twitter va essayer de faire semblant de se conformer et donc jouer la montre un peu. C'est une stratégie classique. Donc le bannissement, c'est possible, c'est une arme crédible maintenant grâce à ce nouveau règlement, mais sa mise en œuvre prendra pas mal de temps. Parce que de nouvelles règles donc, vont s'imposer aux plateformes. Il y a des premiers audits en blanc, on nous dit, là, qui vont avoir lieu très, très rapidement. Qu'est-ce qui va se passer si les plateformes ne respectent pas cette nouvelle réglementation européenne ? La première punition, ça va être laquelle ? Un avertissement ? Comme à l'école ? Donc ça peut prendre énormément de temps avant que tout le monde se mette en ordre de marche. Ça peut prendre un peu de temps, mais pas forcément énormément de temps. Mais effectivement, Winston en parlait. Le principe, c'est un principe de réponse graduée. C'est-à-dire que vous demandez d'abord à vos acteurs de se mettre en conformité. Il y a généralement un petit temps de latence qui le permet. Et puis ensuite, les premières sanctions tombent. Les sanctions les plus communes, on va dire, ce sont des sanctions pécuniaires qui peuvent se monter dans le cadre d'infractions Digital Services Act jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc ce ne sont pas des petites sommes dont on est en train de parler. Parce qu'on est face à des acteurs qui font potentiellement plusieurs milliards, parfois plusieurs centaines de milliards de chiffre d'affaires dans l'année. Et puis ensuite, il y a des sanctions comportementales. On va leur demander de se mettre en conformité sur certains points qui posent problème en matière de transfert de données, en matière effectivement de lutte contre la désinformation, ce genre de choses, avec des astreintes, toujours financières. Et puis, in fine, en cas de sanctions graves et répétées, eh bien, l'arme nucléaire est tout à fait permise, Winston vient d'en parler, c'est de dire, écoutez, dans ce cas-là, le marché européen, tant que vous n'êtes pas en conformité, vous est interdit, il vous est fermé. Et pourquoi est-ce que Twitter est peut-être... Mais est-ce que ça ne reste pas de la théorie, tout ça ? Alors, je vais quand même interroger d'abord Winston sur justement ces règles d'autorégulation là, qui vont s'imposer. Est-ce que vous pouvez nous les préciser davantage ? La manière dont on va devoir, quand on est une grande plateforme numérique, surveiller les contenus qui passent sur nos réseaux. La grande innovation, c'est pour les grandes plateformes, ils doivent faire eux-mêmes une analyse de risque sur des sujets des risques systémiques, notamment la désinformation, le risque pour les enfants, le risque d'addiction, etc., etc. Ils doivent ensuite mettre en place des mesures, notamment algorithmiques, de modération de contenu pour gérer ces risques. Et cette analyse de risque et ces mesures doivent être ensuite soumises à un audit indépendant, revu par la Commission. Donc, effectivement, c'est une forme de co-régulation où on confie à l'acteur puissant le soin de faire son propre diagnostic. Donc, ça comporte les risques parce que on est à la fois juge et partie quand on fait sa propre diagnostic. Mais tout ça est fait sous l'œil vigilant de la Commission qui ensuite dira si c'est suffisant ou pas. Sébastien Soriano, une réaction là-dessus. Ce serait une option intéressante ou pas d'ailleurs, le bannissement ? Est-ce que c'est véritablement applicable même ? De mon expérience de régulateur, oui. Je l'ai été dans le passé, c'est que c'est important d'avoir la bombe atomique, comme vous dites, c'est-à-dire d'avoir un élément de dissuasion. Et effectivement, quand le ministre Jean-Noël Barrot montre les ogives, c'est une manière de rappeler qu'on est sérieux. Après, effectivement, dans la vie de tous les jours, des réponses graduées, comme vous indiquez, seront certainement la meilleure option. Parce que derrière, il y a quand même en arrière-plan une dimension géopolitique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait dit clairement à l'Internet Governance Forum en 2018
que sa volonté, c'était de créer une troisième voie entre un Internet américain, de laisser faire, aux mains du marché, et du marché seul, et un Internet chinois, c'est-à-dire contrôlé par les États. Et donc, je pense que la volonté de construire une voie du milieu, qui soit la régulation, pour faire simple, elle suppose de faire attention de ne pas trop tomber d'un côté ou de l'autre. Et si l'Europe devait effectivement bannir Twitter, il ne faut pas être naïf sur le fait que ça donnera des bons motifs à la Chine, à la Russie ou à d'autres pays pour contrôler ces acteurs. Et ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons à l'échelle mondiale. Donc il y a un contexte global à prendre en compte, me semble-t-il. Et oui, c'est ça, c'est la question des conséquences derrière du bannissement, Julien. Absolument, les conséquences peuvent être multiples et on aurait tort de les regarder, et c'est un économiste qui parle, uniquement sous l'angle économique. Parce qu'effectivement, Twitter fait partie, sur les acteurs qui pourraient faire l'objet de ce type d'interdiction, comme finalement celui pour lequel la menace est la plus crédible, d'une part du fait de son comportement et de sa gouvernance affichée aujourd'hui, mais aussi d'autre part parce que finalement, si vous bannissez Twitter, c'est celui sur lequel les répercussions économiques sont les moindres, dans la mesure où c'est un réseau social qui est utilisé par 250 millions d'utilisateurs contre parfois plusieurs milliards pour les autres réseaux sociaux, parce que finalement, en matière de chiffre d'affaires, c'est celui qui pèse le moins lourd, parce que la partie de son chiffre d'affaires réalisée en Europe n'est pas forcément la plus importante, parce que les annonceurs peuvent plus facilement se passer de Twitter que d'autres types de plateformes, et aussi parce que finalement, on a finalement des alternatives crédibles pour Twitter, et dernier étage de la fusée, le risque en matière de destruction d'emplois directs et indirects est moindre que sur d'autres types de plateformes. Donc finalement, si on devait utiliser la bombe atomique pour pouvoir dissimuler tout le monde, ce serait Twitter. L'acceptation sociale aussi. Hein. Absolument. Absolument. C'est un vrai sujet. Mais effectivement, comment les Européens réagiraient si on leur disait c'est terminé, Twitter pour vous? Eh bien, il y a des pays dans lesquels des réseaux sociaux ont été interdits, et dans ces pays-là, je pense notamment à TikTok en Inde, on a vu que la nature ayant horreur du vide, on a eu tout un tas d'innovateurs qui se sont engouffrés dans la brèche pour créer un espèce de TikTok à l'indienne. Et ça a très fortement fonctionné. Alors effectivement, le marché indien est un marché qui est énorme sur le potentiel, avec aussi des savoir-faire technologiques qui sont très forts, qui leur permettent d'être très agiles pour pouvoir justement combler ce vide. Mais je crois qu'en Europe aussi, on a un marché qui est très fort, avec tout un tas de savoir-faire et de compétences en matière de technologie et de développement d'applications. Et il n'est pas interdit de penser qu'on pourrait aussi favoriser l'émergence de nouvelles applications par l'interdiction de... Bon, on a déjà essayé, Julien, mais bon. Alors, Winston, est-ce qu'on a les arguments juridiques pour aller jusqu'au bout de cette arme fatale, de cette menace qui serait le bannissement? Oui, comme je disais au début, on a théoriquement les armes juridiques avec le DSA, le Digital Services Act. Parce que j'imagine que si cela arrivait, il y aurait des recours, peut-être des actions collectives même, qui ne viendraient pas uniquement des plateformes. C'est un espace de liberté d'expression aussi, le réseau social, aujourd'hui. Il y aurait des recours, et justement, vous avez mis le doigt sur la difficulté en matière de désinformation, c'est que la désinformation, souvent, n'est pas interdit en soi. C'est-à-dire, j'ai le droit, moi, en tant que citoyen, de raconter des bobards ou des thèses complotistes. Et ce n'est pas interdit. Il y a une liberté d'expression. Ça devient interdit lorsque ça a un effet systémique, c'est repris de manière organisée pour déstabiliser, pour manipuler l'opinion, etc. Donc, l'équilibre entre la liberté d'expression et la désinformation est très difficile, et donc il y aura sans doute des recours, et à la fin, c'est la Cour de justice européenne qui va trancher. Et en première instance, ce sera les tribunaux nationaux, mais à la fin, ça monte toujours à la Cour de justice européenne. Sur cette question de l'applicabilité finalement d'un bannissement, on se pose beaucoup de questions autour de Twitter là-dessus. C'est peut-être plus simple avec TikTok, non ?
Non, c'est pas forcément Aux plus États-Unis, simple. ils ont commencé à montrer la voie. Oui, mais Alors, il y a des recours aussi. effectivement, il y a des recours. Et dans un cas comme dans l'autre, la difficulté, c'est finalement apporter la preuve. Et apporter la preuve parce que la preuve est difficile à trouver. Et puis derrière, c'est sujet éventuellement à interprétation. Mais effectivement, dans un cas comme dans l'autre, la difficulté, ça va être de pouvoir dire que les plateformes en question, dont on est en train de parler, n'ont rien fait pour pouvoir finalement freiner une certaine forme de propagande, de désinformation, voire même de propagation de contenus qui sont clairement illicites. Je parle des contenus haineux, de harcèlement et ce type de choses. Il y aura une procédure qui sera longue, qui sera controversée, et quelle que soit l'issue de la procédure, il y aura des appels, il y aura des recours qui font que tout ça va nous amener sur de longs temps. Mais juridiques. ce qui se passe aux États-Unis avec TikTok, est-ce que c'est pas aussi une menace pour Twitter finalement ? Oui, bien sûr, parce que ce qui est intéressant dans le cas de TikTok, c'est, pour moi, parmi tous les griefs aujourd'hui que l'on prête à TikTok, celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est celui qui consiste à dire TikTok n'a pas calibré son algorithme de la même manière en Chine et en Occident. Ouais. L'idée, c'est de dire, en Chine, TikTok a un algorithme qui fonctionne d'une certaine façon, de façon à pouvoir limiter finalement la propagation de certains types de contenus, notamment à forte teneur abrutissante auprès de la jeunesse, mais que ces garde-fous n'existent pas en Occident, ce qui laisse à penser que derrière, cette stratégie est complètement consciente, qu'elle repose sur des ressorts économiques, évidemment, pour pouvoir créer des addictions qui permettent derrière de faire des messages publicitaires qui sont mieux imprimés, mais aussi si on se dit que TikTok travaille de façon directe avec le gouvernement, qui est de dire on est en train de préparer finalement le terrain de la victoire d'une bataille des cerveaux qui va se jouer dans le 21e siècle. En disant finalement les cerveaux des petits Chinois auront été peut-être moins abrutis que les cerveaux des petits Occidentaux. Mais apporter la preuve, c'est très compliqué parce qu'il faut déjà avoir des éléments techniques sur la façon dont l'algorithme de TikTok fonctionne. Et puis derrière, il faut pouvoir démontrer cette asymétrie de fonctionnement. Bon, c'est extrêmement compliqué et pour l'instant, comme on est au début de cette histoire, on n'a pas de précédent pour dire si c'est réellement possible sur le plan technique. Alors justement, on va faire réagir Winston là-dessus, sur la régulation algorithmique, parce qu'on a des prétentions en Europe sur ce sujet. Oui, la régulation algorithmique, là encore, l'Europe veut être le leader avec son futur AI Act, qui est en train de finalisation à Bruxelles. Et ce que j'ai trouvé intéressant, puisqu'on parlait de la Chine, c'est que sur les IA génératives, ChatGPT, etc., la Chine propose un règlement au mois d'avril qui ressemble beaucoup à ce que fait l'Europe. Bon, sauf qu'en Chine, en plus, il y a un aspect contrôle social. Les IA ne peuvent pas produire des contenus qui sont contraires aux valeurs socialistes. Donc, il y a un aspect politique, bien sûr, en Chine en plus. Mais si on regarde le règlement, il y a tout un tas d'obligations qui ressemblent pas de manière assez proche de ce qui est en train d'être élaboré en Europe. Sébastien, un mot pour conclure. On est en plein dans des questions de régulation. On apprend là en marchant encore. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un aspect R&D, tout à fait. Ouais. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve qu'on est peut-être un petit peu timide à inventer des nouveaux modes de régulation. On avait testé des choses à l'ARCEP qui s'appellent réguler avec les données. C'est-à-dire, parfois c'est difficile en fait de prescrire ou de contrôler précisément le comportement des entreprises. Et parfois accéder à des jeux de données, faire des analyses data, je vais retomber sur la Data Alliance, c'est quelque chose qui peut permettre de faire des preuves de manière un petit peu différente, justement en traitant des masses de données. Il y a un service au ministère de l'économie qui fait ça, qui s'appelle le PEREN. Et je pense que ce serait intéressant de développer ce type de pratique de manière à faire des régulateurs innovants finalement qui s'alignent et qui eux-mêmes réinventent leur mode de contrôle et d'incitation par rapport à une matière qui est devenue extrêmement complexe. En suivant cette matière pratiquement en temps réel. Qui est une boîte noire et qui est très difficile à contrôler. Merci beaucoup. Merci Winston Maxwell qui était avec nous à distance, directeur d'études en droit et numérique à l'école d'ingénieurs Télécom Paris. Merci beaucoup. Merci Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, et Julien Pillot, économiste, pour vos éclairages. On marque une petite pause et ensuite on va se retrouver pour parler de protection des mineurs ou comment les nouveaux outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider dans ce domaine.